pour la première fois, il a dit comment est-ce qu'a fait l'auteur, Rabbi Shneur Zalman, pour mettre un si grand Dieu dans un tellement petit livre. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que le Tanya, nous avons dit, la véritable découverte, c'est pas une nouvelle vision, c'est un nouveau regard. Et c'est exactement la chassidoute. La chassidoute, elle n'a rien changé, elle n'a rien modifié. Rien. C'est la même Torah. On vous a dit alors, qu'est-ce qu'elle a apporté alors? Si elle a rajouté concrètement, qu'est-ce qu'elle a apporté? Alors, le Rebbe Rachab l'a tellement bien dit, il faut juste reprendre ses mots. Le Rebbe Rachab, il a dit en parlant du tête qui se lève, Or vechayut nafshenu nitna lanu. Ce jour-là, c'est la lumière et la chayut qui nous a été donnée. Ça veut dire que la chassidoute, c'est pas autre chose qu'une lumière. On a une pièce, elle est obscure. Il y a une chaise, des tables, mais elle est obscure, il n'y a rien. Bon. On imagine la vie que je peux avoir dans une pièce quand je vois rien. Une personne, il vient, il allume la lumière. Il n'a rien rajouté, il y a toujours une pièce, une table, une armoire, ça n'a pas changé. Mais toute la façon d'appréhender cette pièce-là n'est plus la même. On ne peut pas comparer la façon de vivre dans une pièce obscure par rapport à ce qu'on pourrait vivre dans une pièce éclairée. C'est exactement ça la chassidoute. Dans n'importe quel sujet, lorsque la chassidoute elle touche un sujet, elle apporte un nouveau regard. Mamache ça. Mamache ça. Après, il faut étudier chassidoute. C'est toujours... Vous savez, c'est tout le... Vous savez, on raconte qu'il y avait un jour un chassid, il est parti voir le Baal Shem Tov, ou l'Admor Hazaken. À l'époque, on marchait à pied, c'était des kilomètres, il faisait très très froid. Et à un moment donné, il y a une charrette qui s'arrête à son niveau. C'est un chassid d'Admor Hazaken qui avait plus de moyens que lui. Il dit, écoute, tu vas où chez le rabbi? Il a dit oui. Il a dit, monte dans ma charrette. Pas de problème. Il monte dans la charrette. Et dans la charrette, il y avait des tonneaux d'alcool. Parce que ce type-là, il vendait de l'alcool. Bon, donc ce pèlerin, il s'est assis entre les tonneaux. Mais au bout de quelques temps, il a commencé à avoir très très froid. Lorsque tu marches, t'as moins froid. Lorsque tu es assis immobile. Alors il s'adresse au cocher, il dit, Sadik, j'ai très très froid. Il dit, ouais, pourquoi le problème? Ouvre un tonneau, bois un petit peu et tu auras moins froid. C'est ce qu'il a fait, il a pris un verre, il a bu et ça réchauffe tout de suite. Lorsqu'il est arrivé chez l'Admor Hazaken lui dit, nous alors? Il a dit, j'ai compris déjà une chose. Avant de venir ici, j'ai déjà compris une chose. Qu'on peut être entouré d'alcool de la tête aux pieds, mais tant qu'on n'a pas décidé d'intérioriser, ça ne sert à rien. C'est tellement vrai. Tu peux être à côté, tu peux avoir grandi dans une famille Chabad, d'accord? Mais tant que tu n'as pas décidé que la chose, elle te parle à toi, vous voyez ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas décidé qu'on parle, quand tu apprends un pérétania, on parle à toi. Alors, tu es à côté, tu es entouré, mais ça sert strictement à rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie pachou de s'asseoir et d'étudier Chassidut. Bémet. Et je vous dis, et à partir de là, c'est la perspective dans n'importe quel sujet qui est nouvelle. Je vais donner quelques exemples, parce qu'il faut toujours être dans le concret. Dans la notion des Chagim, lorsqu'on n'a pas étudié, une personne qui n'a pas étudié Chassidut, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que Pessah? Il va vous dire, Pessah, on célèbre un événement passé. Il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, on était des esclaves en Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a sortis, il nous a pris par la main, il nous a fait sortir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié Chassidut. Pour lui, Pessah, c'est célébrer un événement passé, pas autre chose. Quelqu'un qui a étudié la Chassidut et qui s'est baigné du message chassidique, vous allez lui demander qu'est-ce qu'un Chag. La Chassidut nous explique, sur la base d'une parole du Harizal, sur une phrase qui est dans Megillat Esther, Vayamim ha'elen iskarim venasim, le Harizal nous dit que lorsqu'on célèbre quelque chose, c'est pas on célèbre un événement, c'est la répétition de l'événement. C'est pas ça. Lorsqu'arrive un Chag, l'événement il a eu lieu il y a 2000 ans, maintenant on célèbre aujourd'hui. Non. L'événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, il se répète maintenant. Lorsque tu dis Chassidut arrive le jour de Pessah, si tu as étudié Chassidut et tu es imprégné par le message chassidique, alors c'est pas que Pessah, non, Pessah, tu vois, tu vis qu'Akadosh Baruch Hu, il vient de nouveau, il te prend par main et te fait sortir. C'est pas du tout la même fête, c'est incomparable, c'est deux mondes. C'est une pièce obscure, une pièce éclairée. On ne peut pas comparer une personne qui célèbre un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, d'accord, par rapport à une personne qui vit l'événement maintenant. Et ça, c'est typiquement un regard chassidique qui te modifie tout ton rapport avec la chose.
Une pièce éclairée, la pièce elle n'a pas changé, c'est la façon de vivre qui change. D'accord? Ça a un sens. Lorsqu'on étudie Chassidoute et n'importe quel sujet que vous allez prendre, c'est ça qui est extraordinaire. Il est complètement éclairé différemment. Et ça ne s'arrête pas là. Et la façon de le vivre, elle est influencée par ce nouvel éclairage. Bémet, je vous pose la question, si chaque fois qu'arrive un Chag, au lieu de se dire on célèbre un événement passé, on se dit l'événement en train de se reproduire. Arrive Shavuot. Non, Matan Torah est en train de se répéter maintenant. Et c'est pas Keilou, c'est ce qui se passe. Le rapport qu'on a avec la fête, c'est carrément autre chose. Faites l'expérience, vous allez voir. C'est carrément autre chose. Alors je reviens toujours à ça parce que il faut étudier, c'est tout. Voilà. L'alcool, elle peut être là, mais si je ne terrorise pas, ça ne sert à rien. Combien de choses comme ça? Alors, je vous donne un exemple. J'ai étudié un Mamar d'Écouter Torah cette année. Et dans l'esprit des gens, vous allez poser la question à des gens. Rosh Hashanah Sukkot, Rosh Hashanah Kippour et Sukkot. Il y a une oreille et Sukkot. Comment vous les présentez? Demandez la question à des gens. Je vais vous dire, Rosh Hashanah c'est sérieux, Kippour c'est très... Sukkot ça commence à devenir cool. C'est comme ça. Dans l'esprit des gens, c'est ça un petit peu. C'est-à-dire le Rosh Hashanah et Kippour, on était dans le dur. C'est là où les choses se passaient, là. C'était intense. Sukkot c'est sympathique, ça, c'est vrai. Ça c'est... La pression redescend. Non mais plus que la pression, c'est presque vrai, ça devient vrai. Ouais. Le sérieux il est passé quoi. C'était surtout Rosh Hashanah et Kippour quoi. Là c'est bon. Il y a un mamar dans l'Admour Hazaken. Je rappelle l'idée juste pour vous démontrer à combien un regard nouveau il peut changer l'appréhension qu'on a d'une chose. L'Admour Hazaken il dit que c'est pas du tout comme ça. L'Admour Hazaken il dit qu'en vérité le but d'Akadosh Baruch Hu c'est Sukkot, c'est nous prendre dans les bras. On sait tous que le Sukkot représente quoi? Le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. Michael Chaim. On sait tous que Sukkot représente les trains d'Akadosh Baruch Hu à Israël. L'Admour Hazaken il dit comme ça. Le but d'Akadosh Baruch Hu c'est de nous prendre dans les bras. Pour créer cette condition, afin de nous prendre dans les bras, Akadosh Baruch Hu il a donné Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, on règle les comptes de façon à ce que derrière je peux facilement et tranquillement vous prendre dans les bras. C'est un nouveau regard, mais ça change complètement l'idée. C'est plus du tout la même chose. Faites l'expérience, demandez Sukkot. La Chazal elle te dit non, le but de l'opération c'est Sukkot. Pas comme on pense que Rosh Hashanah et Kippour c'est le sérieux et après on a la consolation, la compensation. Allez, dansez un petit peu. Pas du tout. Ça c'est le but. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, Be'ikar, c'est arriver à ce stade où il nous prend dans les bras. Pour se le permettre, et pour nous permettre, il nous a donné Rosh Hashanah et Kippour. C'est la Chazal qui explique. Encore une fois, lorsqu'une personne, il est habité, il est animé par cette vision des choses, le vécu n'est pas le même, c'est carrément autre chose. Combien d'exemples comme ça? Et bien entendu, il ne faut pas aller chercher loin, la notion de mitzvah. Personne dans la rue, c'est quoi une mitzvah? Mitzvah, c'est vrai. Mitzvah, milachon tzivouy. Je me soumets à un ordre, c'est vrai. Et pas que. Mais pas que. Toute personne qui a appris la chassidoute, c'est une idée qui revient et qui revient combien de fois? Qu'essentiellement mitzvah, c'est aussi milachon tzavta bechibur. Ça veut dire que lorsqu'un juif fait une mitzvah, c'est l'occasion pour lui de rentrer en contact avec l'infini, avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça change complètement. Complètement. Lorsque j'aborde la mitzvah uniquement comme un devoir de soumission, c'est une chose. Lorsque je vois la mitzvah comme un moyen de rentrer en contact avec Atzmutumut, avec Akadosh Baruch Hu, c'est carrément autre chose. J'ai plus du tout le même rapport avec la chose. C'est carrément autre chose. Comme on raconte qu'il y a un jour un petit caneton. Il est dans une ferme, un petit canard. Bon. Dans la basse-cour. Et là, il y a le lapin, il y a la chèvre, tout le monde dit Baruch Haba, viens, c'est quoi le programme? Viens, on court, on danse. Et il se joint à tous les autres animaux, il commence à faire le tour de la ferme. Bon, mais lui, il a les ailes sur le côté, il n'arrive pas bien. Au bout d'un moment, il arrête, il commence à pleurer, sa mère, elle vient le voir. Elle dit, pourquoi tu viens d'arriver, déjà tu pleures? Il dit, maman, regarde les autres, ils arrivent à courir facilement, léger. Et moi, là, je suis pas, j'ai une démarche qui n'est pas... Si seulement il faut me débarrasser de ces deux trucs-là, ce que j'ai sur les côtés. Il dit, Chacham, tu vas grandir un petit peu, tu vas te rendre compte que ce que tu vois comme une charge aujourd'hui,
c'est un atout exceptionnel, tu seras jalousé par tout le monde, ça te permet de voler. C'est pareil. Si on voit une mitzvah uniquement comme un moyen de soumission, d'accord. Et lorsque je me dis c'est une opportunité, carrément autre chose. Le Rav Savatitsky raconte, il a connu un juif à Anvers, un Israélien. Il a fait connaissance d'une Goya. Il voulait se marier avec elle, mais il n'avait pas la conscience tranquille. Il est parti voir un Rav là-bas à Anvers. Il a dit au Rav, voilà, je dois me confier à vous. J'ai décidé d'épouser une Goya. Et le Rav qui est intelligent, il commence à lui dire, mais tu te rends compte ce que tu fais? 2000 ans d'histoire. Toi, tu es là aujourd'hui en tant que juif parce que ton père, ton grand-père, c'est une chaîne qui dure depuis 2000 ans. Et toi, avec ce mariage-là, tu vas tout couper. T'imagines que tu vas détruire 2000 ans d'histoire. Il a pris conscience. Quoi, c'est vrai que c'est dur de se dire que je vais détruire un édifice qui dure depuis 2000 ans. Ça l'a travaillé. Il a appelé la Goya, elle est déjà. Quelque temps après, malheureusement, de nouveau, il a repris contact avec elle. Et de nouveau, il a fixé une date de mariage. Mais il n'est pas parti pour le même Rav. Il s'est dit, celui-là, en fin de compte, il n'a pas réussi à me... Il est parti voir un autre Rav orthodoxe là-bas. L'autre Rav, il n'a pas insisté sur le passé. Au contraire, il insiste sur le futur. Il a dit, regarde, d'accord, tu vas te marier avec une Goya. Tes enfants, chez les Goïms, ils seront considérés juifs. Chez les juifs, ils seront considérés goy. C'est pas un cadeau que tu leur fais. C'est un cadeau empoisonné que tu leur fais. C'est vrai. Les ragas, c'est tellement vrai ça. D'accord. Tu te rends compte, humainement, tu vas avoir des enfants et dès le départ, tu les mets dans une situation impossible. Ça a travaillé. Il s'est dit, c'est vrai. Créer un futur pareil. Il a appelé la goyette, j'arrête. Malheureusement, une semaine après, il a pris contact avec elle. Cette fois-ci, il est parti voir le Rav Savatitsky, chaliard du Rabbi à Anvers. Il a dit, voilà, j'ai décidé de me marier avec une Goya, je suis parti voir tel Rav, il a mis le doigt sur tel aspect, ça m'a refroidi, je suis parti voir un autre. Bon. En fin de compte, j'ai chaque fois repris. Et le Rav Savatitsky s'est dit, à grands mots, les grands moyens. Il a dit, dis-moi, visiblement, tu n'as pas peur d'affronter les rabbinim. Il y a un grand rabbi, le Rabbi Lubavitch à New York, va lui annoncer aussi à lui. C'est pas dégonflé, c'est un chabraman, pas de problème. Vous payez le billet. Ils ont voyagé ensemble à la grande époque. On partait jeudi, on revenait. On prenait le vol de dimanche soir. Et il passe au dollar. Et il dit au Rabbi, j'ai décidé d'épouser une Goya. On va vous dire les mots exacts, mais le Tochen, le Rabbi lui dit, tu as de la chance. Chance de quoi? Le Rabbi lui a dit comme ça, tu sais, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il envoie un Nisayon, en Nisayon, c'est une Lachonness aussi. En Nisayon, c'est double tranchant. Tu peux tomber très très bas, mais à la mesure du Nisayon, ça peut être aussi un tremplin. Plus le Nisayon il est difficile, plus si tu le surmontes, tu vas très très haut. Et le Rabbi, il a terminé comme ça, que ça ressemble tellement au Rabbi. Moi, j'ai jamais eu de la chance d'avoir un Nisayon pareil. Sous-entendu, en même temps, j'ai jamais eu la chance d'avoir un tremplin comme ça qui se présente à moi. Il a appelé la Goya en revenant. Il a arrêté et il a arrêté. Et c'est quoi l'idée? Encore une fois, c'est pareil. Si on analyse un petit peu cette histoire, le premier et le deuxième Rav, un il a insisté sur le passé, l'autre sur le futur. Mais à un moment donné, on vit pas avec le passé et le futur, on vit avec l'instant. Qu'est-ce que je gagne maintenant? Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais gagner? Je vais couper avec la Goya, c'est terrible. C'est une rupture, c'est terrible. Le Rabbi il a voulu lui montrer que non, la rupture elle-même c'est un tremplin pour toi, elle t'offre quelque chose. C'est pour ça que je dis encore une fois que quand on étudie Chassidut, ça n'a rien rajouté à la Torah, mais ça a tellement changé la façon comment on aborde les choses. Je vous ai donné l'exemple des Moadim. On a la mitzvah, on a la façon comment regarder un juif. Plus que ça, par exemple. Le Rav Savatitsky toujours raconte aussi une très belle histoire. Lui, il était dans une yeshiva qui n'était pas Chabad, une grande yeshiva à Yerushalayim qui s'appelle Kol Torah. Le fameux possèque, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il était Rosh Yeshiva là-bas, très très grand gaon. Lui, il étudiait là-bas. Et dans sa yeshiva, il y avait un bachour qui était un très très grand matmid. Vous savez ce que c'est qu'un matmid? Quelqu'un qui étudie non-stop. Studio, voilà. Il lâchait rien. Mais il n'avait pas des très très grandes kishronotes, pas des très très grandes capacités. Capacité moyenne. Et il souffrait énormément.
Et il souffrait énormément. Pourquoi il souffrait? Ben pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il voit que ce que lui, ça lui prend 8 heures à faire, et ben son copain, il le fait en 1 heure. Oui, c'est un motif à souffrir. Sur ce terrain-là, il est pénalisé complètement. Ça lui a apporté, ça l'abattait. Il était abattu de cette situation. Je travaille, ce que moi je fais en 8 heures, lui le fait en 1 heure. Et un jour, il a ouvert son cœur à Slavatinski. Il a dit voilà. Il a dit crie au rabbi, il a dit quel rabbi, moi? C'est pas mon chinour, c'est pas mon. Il a dit crie quand même. Vous ne voulez pas donner son nom parce que visiblement c'est pas une famille qui est. Il a écrit au rabbi. Il a écrit parce qu'il avait dit à Rav Slavatinski comme quoi il est terriblement peiné, il se sent terriblement pénalisé. Voilà, il avance moins vite que les autres. Et le rabbi m'a dit je comprends pas. La Mishnah elle dit Ani nivreti et là les chameshet koni. Je comprends pas du tout en 2 mots pourquoi tu es triste. Pourquoi il est triste, c'est normal. Parce que sur le terrain de l'efficacité, il est 8 fois plus pénalisé que l'autre. Le rabbi lui dit mais ça se joue pas sur ce terrain-là. Qui t'a dit que ça se joue sur ce terrain-là? Toi tu es là pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de toi. Akadosh Baruch Hu il regarde pas à combien le kéli il est rempli. Il regarde à combien il est plein. Il y a une nuance. Rempli et plein c'est pas pareil. Tu peux avoir un kéli, il y a beaucoup de litres, mais le kéli il est très grand. C'est un petit kéli qui est plein. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mettre plein que rempli. Akadosh Baruch Hu il t'attend pas sur le terrain des kishronot. C'est toi qui es parti d'un faux principe. Et comme tu es parti de ce principe-là, ça a engendré une tristesse, etc. Et le rabbi lui dit, mais ça n'a jamais été ça le sujet. C'est pas, il y a une autre façon de voir, ouais. Le rabbi dit, je comprends pas bien ta question. Tiens. Ça n'a jamais été ça l'enjeu. C'est pas sur ce terrain-là que ça se joue, c'est pas sur le terrain des Kishronot. Du point de vue de la Atmada, du point de vue de celui qui fait l'effort, t'es 8 fois mieux que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, donc, tellement de milieux aujourd'hui, c'est encore comme ça. On mesure la personne, c'est Kishronot. Et le rabbi lui dit, c'est une Mishnah. Et là, les Shabbat Koni, toi, on te demande de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Alors, encore une fois, il faut ouvrir le Tanya. Et regardez, prends une achlata si Dieu veut, parce que quand on prend une achlata, Rabim, ça, en public, ça donne, ça pousse. Je vais essayer si Dieu veut c'est beau. Non, ça germait, c'était déjà en gestation. Mais avant, il va dire Lechaïm. Lechaïm va les voir. Ma achlata, c'est de faire un shiur Tanya sur YouTube avec nos bêtes rabat de Godeuil. Et il y a beaucoup de gens qui émettent, qui veulent étudier Tanya dans Pachout. Prendre les choses. Alors, il y a beaucoup de cours, mais. Hein? T'as entendu ce qu'il vient de dire? Quoi, il a dit qu'il veut faire un cours de Tanya sur YouTube. En français. Il sera que ça fait 15 ans qu'il étudie Tanya et il dit il n'y a personne qui veut me l'expliquer, je comprends rien. Alors si tu arrives à l'expliquer. Mais ce que j'ai dit là, vous l'avez compris. Non, mais il est très sérieux. C'est pas une blague. Il ne veut pas savoir c'est quoi. Non, je sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a une lettre que le rabbi explique. Le Tanya, il y a l'étudier, il y a l'enseigner. C'est pas pareil. Encore une fois, c'est pas la même approche. David, tu peux raccrocher et venir t'asseoir. En tous les cas, très vrai. Prenons la décision, Mehmet, tous les jours d'étudier un petit peu. Tu vas commencer quand? T'as un premier client. Lui, il va pas te lâcher. Mais le problème, c'est de prendre sur nous, d'étudier Kipsuto. Michael, tu me fais peur quand t'es debout. Tu commences à douiller là, c'est toi Michael, on parle pas comme ça. Et 23h12. C'est 23h12, c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, Mehmet, qu'on ouvre le Tanya. Moi, le premier, je parle à moi-même déjà. Et je vous dis, on n'aura pas le même regard sur les choses. Mais franchement, ça change tout. Ça change tout. J'ai lu aujourd'hui, en venant, les souvenirs des chassidim en Russie. Il y avait un chassid lorsqu'il était. Maintenant il commence. Non. Chaim. Un chassid.
Avant de partir de ce monde, il a demandé à ce qu'on l'emmène à Tanya. Il a dit, je veux me séparer du Tanya. Voilà le rapport que les Chassim ils avaient avec le Tanya. Et encore une fois, Bémet. Non, je dis. Un chassid qui est en pétage de plomb. Non, pas. Il était très très âgé, il devait quitter cette terre. Il est dans ses derniers instants. Il a dit, emmenez-moi le Tanya, je veux me séparer du Tanya. Je veux dire au revoir au Tanya. Avant de se séparer, il faut être avec le Tanya. Ouais, j'ai compris, oui. Je veux lui dire au revoir, une dernière fois. C'est la clim. C'est la clim qu'il a fait. Ah, c'était pour une nuit. Eh, mais qui